auditrices et auditeurs de musique trad, bien le bonjour. Bien le bonjour avec joie. Dans ce temps où nous avons des invités, c'est vraiment un luxe. Bonjour Armand. Bonjour Marie-Odile. Alors Armand, nous prenons ce luxe. Vous nous faites toujours le grand tour de magie et de technique de réunir des personnes qui font de la musique ensemble et de très loin. C'est la mode en ce moment. Oui, moi j'ai pas de chapeau par contre, comme le magicien. Sans chapeau. Alors nous allons travailler sans chapeau et sans filet. Bonjour Mathilde Lacaze, musicienne elle-même et spécialiste de la musique trad qui vient animer nos émissions dans le studio de Présence Figeac, pour Présence Figeac, bien sûr, sur 97.7, et aussi pour le réseau Midi-Pyrénéen. Et avec une grande distance, mais qui ne sera pas visible dans l'émission, qui ne sera à peine pas perçue, c'est avec Camille qui, lui, Mathilde, où est Camille ? Bonjour Marie-Odile, bonjour Armand et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Camille Rebaud sur les ondes de Radio Présence. Et voilà. Pour nous parler de son activité de musicien. Et je pense que Camille lui-même pourra dire d'où il vient et se présenter. Bonjour Camille. Bonjour à vous. Donc Camille, vous êtes visible sur les ondes et pas dans le studio. Et on va faire avec. Et je promets de ne pas vous recouper la parole comme je viens de faire. Non, pas de problème. Oui, normalement, je suis visible un peu sur Internet, etc. Normalement, on est même visible en vrai, mais c'est vrai que ces derniers temps, on l'est beaucoup moins. Alors, on utilise les moyens qu'on a à notre disposition pour pallier à ce manque. Très bien. Alors Camille, d'où nous parlez-vous ? Et est-ce que vous pouvez me parler un petit peu ou un grand peu, de votre activité de musicien ? Eh bien, moi, j'habite actuellement, j'ai déménagé assez récemment à l'Isle-sur-Tarn, donc dans le Tarn, pas très loin de Gaillac, Rabastens, 3/4 d'heure de Toulouse. Mais je suis originaire de l'Entre-deux-Mers, en fait. Petite région à l'est de Bordeaux, entre Bordeaux et Bergerac, plus exactement. Et donc, j'ai grandi dans un milieu assez musical et je me suis retourné vers les 15 ans, 15-16 ans, un truc comme ça, vers la musique traditionnelle, parce que je faisais du violon. J'ai découvert la musique irlandaise sur la route et après quelques années à avoir adopté cette culture-là, je me suis passionné pour la musique traditionnelle du Grand Sud-Ouest. Ce qui a fait que j'ai bifurqué vers ça, c'est devenu mon métier et ça fait maintenant 15 ans que je suis intermittent du spectacle, musicien dans la musique et danse traditionnelle et je participe modestement au renouveau, on va dire, ou à la réappropriation de musique et danse traditionnelle. Voilà, à mon modeste niveau en tout cas. Effectivement, c'est vrai que je vous connais depuis 2007, Camille. À cette époque-là, vous faisiez surtout de la musique traditionnelle irlandaise. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, mais malheureusement, je trouve que je la joue trop avec l'accent français. Et justement, ce qui me fascinait, c'est que vous aviez réussi à attraper le style de la musique irlandaise. Alors, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus de votre expérience à musique irlandaise ? Oui, bien sûr. En fait, c'est une question de point de vue. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Après, moi, effectivement, j'ai réussi à faire illusion en faisant de la musique irlandaise parce que j'ai découvert cette musique-là. Je m'y suis passionné relativement tôt. Mais justement, en fait, plus on se cultive sur un sujet, plus on s'aperçoit de sa propre ignorance. Et ça a été mon cas, en fait. J'ai été berné un peu comme beaucoup de gens. J'ai trouvé que cette musique était accessible, bien que technique et pas forcément visible par un grand public. C'est une musique accessible parce que, pour plein de raisons, qui sont historiques, culturelles, etc. Mais c'est une musique qui a une bonne presse, quoi. La musique irlandaise, la musique celtique sont des musiques qui peuvent arriver un peu à toutes les oreilles. Alors il y a eu plusieurs périodes, la période du revivalisme, il y a des périodes un peu plus récentes avec des spectacles genre Celtic Legends ou Riverdance, où il y a des spectacles qui ont contribué vraiment au développement et à l'essor de ces musiques-là, des musiques traditionnelles ou des musiques irlandaises, en tout cas en dehors des frontières de l'Irlande ou des États-Unis. Donc moi j'y ai accédé et finalement j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est une musique qui m'a plu. Je pense que je rentrais dans le cadre parce que je suis roux, aux yeux bleus et que dans un premier temps quand je faisais de la musique irlandaise ça faisait illusion quoi. Oui, je me rappelle. Beaucoup de gens ont cru ça, puis même ça s'est bien passé pour moi parce que j'avais probablement le niveau musical qui allait pour en tout cas toucher du doigt cette musique-là. Donc j'ai rencontré les bonnes personnes aussi parce que un des premiers profs de violon qui m'a initié aux musiques traditionnelles, c'est un monsieur qui s'appelle Didier Oliver, qui est prof de violon, qui vient juste de prendre sa retraite, mais qui donne encore des cours un peu, qui est prof de violon en Sud-Gironde, côté de Langon, à côté de Bordeaux.
Et c'est vrai qu'il m'a fait rencontrer la bonne personne, qui est Martin Mich, un guitariste chanteur écossais avec qui j'ai eu la chance de jouer pendant presque 15 ans, qui est toujours guitariste chanteur écossais avec un immense répertoire de chansons, alors des chansons pop, folk et des chansons traditionnelles. Et donc du coup, on a pu jouer en duo pendant, j'ai dit, toutes ces années-là. Et c'est vrai que c'est une période où j'ai pu expérimenter, jouer beaucoup professionnellement, donc on a commencé à gagner ma vie comme ça. Et c'est comme ça que mon statut étudiant est devenu un statut de musicien professionnel. Quand j'avais 19 ans, c'était assez rapidement. Il a fallu qu'à un moment donné que je déclare mes cachets, j'étais intermittent très vite grâce à ça, et puis ça s'est fait assez simplement, quoi. Donc finalement, pour beaucoup de gens, effectivement, quand je jouais de la musique irlandaise, surtout que je jouais avec un Écossais, que j'ai beaucoup joué, ça a fait illusion un petit peu. Et après, plus je me suis passionné pour cette musique-là, plus à chaque fois, il me semblait qu'il manquait quelque chose. J'étais toujours fasciné par le niveau. Puis quand c'était pas le niveau musical, c'était le niveau instrumental. Quand c'est pas le niveau instrumental, c'était le répertoire, la quantité de répertoire, la diversité ou la profondeur du répertoire. Ou quand je connaissais bien certains morceaux, j'entendais à nouveau des variations, des versions de morceaux que je ne connaissais pas, etc. Donc voilà. Et puis il y a une année où j'étais allé en Irlande et j'ai rencontré aussi une famille de musiciens. Le père monsieur en tout cas avait amené des enfants en session, comme ça. C'était, je pense, la sortie du vendredi soir. Il les a amenés avec leurs instruments, ils se sont mis autour de la table, alors que nous, on était dans un festival à Ennis, dans le Clair, le Canticlair. Oui. Et il a amené ses enfants qui ont sorti les instruments, et là, ils nous ont cloués sur place. Ils jouaient super bien. Ils avaient entre 13 et 16 ans, je dirais même pas, ou peut-être 12 et 14 ans, donc plutôt du genre adolescents un peu boutonneux, et on les a vus arriver. Je me suis dit, bon, c'est sympa, c'est ça la session. Alors, la session, pour ceux qui connaissent pas, le principe de la session irlandaise, c'est un moment convivial où on pourrait avoir une discussion, mais à la place de ça, on prend les instruments, on joue autour d'une table. Donc ça joue, il y a de tous les niveaux, il y a de tous les âges, et puis on met en commun la musique, c'est un moment convivial. Donc il y a la place pour tout le monde, et du coup, là, cette fois-ci, j'ai vu les jeunes arriver, je me suis dit, c'est sympa les jeunes. Et en fait, je pense que j'ai pris encore une fois, et c'était une des multiples fois où ça m'est arrivé, mais un décalage culturel dans pleine figure. C'est que là, je me suis dit, là, il y a des décennies, voire des centaines d'années d'héritage de musique et de culture irlandaise qui m'arrive là, et j'ai encore été une fois cloué sur ma chaise à écouter de la musique qui venait du fond des âges, quoi. Donc moi même si je donne cette impression-là, j'ai toujours eu cette impression-là, et puis plus on a l'impression de progresser, plus on se rend compte qu'il y a toujours des meilleurs que soi. Et c'est vrai dans tous les domaines, en fait. Donc, effectivement, moi je me souviens très bien vous avoir rencontré pour la première fois en 2006, je vous avais pas parlé, parce que j'étais persuadée que vous étiez un Irlandais perdu au milieu d'une session. Et avant de venir vous parler anglais, heureusement que j'ai demandé qui vous étiez à un ami qui m'a dit mais non, il est français. Et donc du coup, j'ai dit bon, ça va, il est pas si perdu que ça, mais ça vous est arrivé plusieurs fois qu'on vous parle anglais et qu'on vous prenne pour un Irlandais. Ah oui, mais même des Irlandais, quand je leur disais que j'étais pas Irlandais, ils me disaient mais si, t'es Irlandais. Je dis, mais non, je suis pas Irlandais, je suis en France. Oui, mais il doit y avoir un facteur ou des origines. Tout le monde trouve, non mais vraiment, ça m'arrivait un paquet de fois, et même en Irlande où les gens n'arrivaient pas à croire que je puisse être roux aux yeux bleus, jouer de la musique irlandaise comme ça et sans être irlandais, comme s'il y avait quelque chose qui devait se transmettre absolument par le sang, alors que là on parle de culture, et la culture, enfin à mon avis, c'est quand même c'est pas d'inné, quoi. Alors justement, à propos de la culture, après toute cette expérience en musique irlandaise qui vous a apporté beaucoup, vous êtes revenu vers vos origines, en fait. Oui et non, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que j'ai joué de la musique, comme je disais, simplement, en fait, en suivant un peu mon instinct et puis ceux qui me réussissaient, finalement, et sans vraiment trop me poser la question. Et c'est déjà en touchant la musique irlandaise du doigt et la musique écossaise que je me suis posé la question de la culture et des origines aussi. Et forcément, il y a un miroir. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un qui a une langue et une culture différente, il y a des fois, on a l'impression d'être d'accord, puis finalement, des fois, on n'est pas d'accord, et il y a des subtilités. Alors des fois c'est plus ou moins subtil justement, mais il y a des choses qui font qu'on se dit tiens, en fait j'ai une culture, quoi. J'ai une culture, est-ce qu'elle est française, d'où elle vient, qui je suis, d'où viens-je, dans quelle étagère, etc. Oui, c'est donc, ça. du coup c'est vrai qu'en touchant la musique irlandaise du doigt, moi je me suis posé la question de ma culture. Et c'est là que déjà en animant des bals, parce que j'ai fait ça aussi pas mal, des bals écossais ou des bals irlandais, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau du kilt, en fait. Je crois que les premières réflexions que j'ai eues à ce sujet-là, c'est pour ça. C'est en faisant des bals écossais, je voyais des gens qui arrivaient en kilt et qui étaient pas du tout écossais, mais qui avaient une vague appartenance, une vague origine, en tout cas écossaise. Et du coup, c'est des gens qui ont fait des recherches,
disaient qu'ils avaient un grand-père ou une grand-mère qui appartenait à un clan, et donc du coup ils ont fait des recherches sur le tartan, parce que chaque clan écossais a sa couleur de kilt, en fait, de tissu écossais, avec des quadrillages qui sont plus ou moins colorés, avec des couleurs, etc. Et donc je me posais cette question-là. Déjà, les gens se mettaient à danser en revendiquant une identité, une culture qui n'était pas celle qui apparaissait, puisque bon, moi j'ai vu des gens français, tout à fait français, comme vous et moi, en fait, hein, plus ou moins avec un accent identifiable, etc. Et puis en fait, ils mettaient avec cette façon de venir danser de la danse écossaise, ils mettaient, et leur apparence, leur costume, ils mettaient en valeur le fait d'appartenir aussi, en fait, à cette culture-là. Et du coup, je me suis dit, bon, on n'a pas une culture, peut-être qu'on a peut-être plusieurs cultures, et après, la question de ma propre culture s'est posée, oui. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut en écouter un bout de cette propre culture avec un premier morceau qui est d'un de vos groupes qui s'appelle La Huse? Alors, on va écouter un morceau de La Huse, ouais. Si je l'ai choisi, en fait, c'est que effectivement, moi, dans mes origines, j'ai une grand-mère qui est béarnaise, qui était béarnaise, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, on avait une maison qui était une maison de famille dans le Béarn, à La Seb, quelques kilomètres d'Oloron, et d'Oloron-Sainte-Marie. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de vacances petits en Béarn, à La Seb, qui n'étaient pas forcément de vacances très heureuses, enfin, c'était sympa, j'ai le souvenir qu'il pleuvait beaucoup, et que c'était surtout le moment où on se retrouvait en famille, avec les cousins, les cousines, on avait une famille nombreuse, etc., donc c'était assez sympa quand même. Et c'est qu'après que cet endroit et cet enracinement-là m'a paru important, c'est-à-dire un quart de ma culture quand même, en tout cas consciente ou inconsciente, venait du Béarn. Et avec La Huse, on a ce travail-là en fait actuellement, dans ce travail enfin, chacun un peu a son lien particulier avec ses origines et son histoire. Mais moi, dans cette optique de réappropriation de ma culture, de mes cultures d'origine, il y avait ce lien avec le Béarn que j'ai eu besoin de travailler, de cultiver, donc un lien aussi avec une langue que j'ai un petit peu entendue quand j'étais petit à La Seb, et parce que ma grand-mère en touchait quelques mots, en général c'était des insultes, parce qu'elle voulait pas qu'on comprenne ce qu'elle disait, mais et c'est ce qu'elle nous sortait comme ça, et c'est vrai que c'est des choses, et puis même j'ai réalisé assez récemment que depuis que j'étais gamin, même tout petit, mais tout le temps, ma mère m'a toujours dit Adichat, et je sais, voilà, c'est bizarre, c'est des petits mots, enfin des petites choses en fait qui sont là et qui font que ouais, ça fait partie de moi. Et donc moi j'ai besoin de me rapproprier ça, et bon après dans les autres musiciens de La Huse aussi, plus ou moins apparemment. En tout cas c'est le cas de Juliette Maviel avec qui est chanteuse dans La Huse. Et donc dans ce travail de réappropriation, on a cherché des collectes, et on est tombé sur des enregistrements qui ont été faits dans les années 80 de personnes anciennes. J'ai épluché beaucoup de collectages de violons avec des violonneux qui jouaient dans les campagnes dans les années 80, enfin qui avaient plus ou moins 80-90 ans dans les années 80, donc ils étaient nés à la fin du XXe siècle, quoi, à la fin du XIXe siècle. Et donc du coup voilà. Alors on est tombé sur un enregistrement d'une dame qui s'appelle Marguerite Marc, dans le sud des Landes, qui chantait une chanson qui nous a beaucoup plu, qui n'était pas une chanson à danser, alors que La Huse on fait du bal, et donc du coup on a fait une chanson à danser qui s'appelle et qu'on va écouter tout de suite. Sax de rumen, no biken peso, no sax de rumen, no biken peso, no sax de rumen, no biken peso, no sax de rumen, no sax de rumen, en quara mei, la nobio che di tiucus porterei. La nobio che di tiucus porterei, no biken peso, wait sax de rumen, 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 wait sax de rumen, en quera mei, la nobio che di tiucus porterei. La nobio che di tiucus porterei, no biken peso, set sax de rumen, 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 set sax de rumen, en quera mei, la nobio che di tiucus porterei. La nobio che di tiucus porterei. Che porterei, sax de rumen, che porterei, sax de rumen.
de rumen, luno biken peso, shei sax de rumen, luno biken peso, shei sax de rumen, luno biken peso, shei sax de rumen, en quara mei, la nobia che dit io cuspurterei. La nobia che dit io cuspurterei, luno biken peso, sing sax de rumen, 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 en quara mei, la nobia che dit io cuspurterei. La nobia che dit io cuspurterei, luno biken peso, tre sax de rumen, 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 en quara mei, la nobia che dit io cuspurterei, tre sax de rumen, en quara mei, la nobia che dit io cuspurterei. Luno biken peso du sax de rumen, 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 en quara mei, la nobia che dit io cuspurterei, du sax de rumen, en quara mei, la nobia che dit io cuspurterei, luno biken peso du sax de rumen, luno biken peso du sax de rumen, biken peso du sax de rumen, luno biken peso du sax de rumen, en quara mei, la nobia che dit io cuspurterei, du sax de rumen, en quara mei, la nobia che dit io cuspurterei. Ero che purtera, sax de rumen, ero che purtera. Ero che purtera, sax de rumen, ero che purtera. Luno biken peso, no sax de rumen, luno biken peso, no sax de rumen. Présence à Figeac 97.7. La Huse, c'est votre dernier groupe, enfin le groupe le plus récent, si je compte bien, Camille, est un groupe qui a demandé beaucoup de travail, ça s'entend. Donc là, on était bien sur un branle béarnais, si je ne me trompe pas. Tout à fait. En fait, c'est une chanson énumérative, comme il y en a beaucoup, des chansons répétées. À la base, c'est des chansons à répondre, en fait. Du sud des Landes qu'on a transformé en branle, chanté en gascon béarnais, effectivement. Voilà. Donc ça représente un petit peu le travail de la Huse, effectivement. C'est de chercher des collectages, des enregistrements, si possible anciens, et puis de les transformer pour en faire une musique qui nous correspond. Une musique à la fois actuelle, qui a de l'identité, qui est dansable, et aussi avec un peu de création, avec modestement des choses nouvelles, si possible. Alors, présentez-moi la Huse. Combien de musiciens? Qui sont-ils? Quels instruments? Et comment travaillez-vous? La Huse, c'est un groupe de musique, comme il y en a pas mal. Ce qui fait qu'on fait de la musique traditionnelle, musique à danser. On est 4 musiciens principaux. Il y a, en fait, j'ai monté ce projet-là avec Lolita Del Monteiral, qui fait de l'accordéon et qui chante un peu dans cet album. Lolita, c'est une super
amie musicienne avec qui on a sillonné les routes pas mal depuis les années 2009 aussi, 2008. Car vous aviez un duo ensemble. Voilà, on avait un duo ensemble, La Forcelle, qui c'est un duo qui a tourné pendant une dizaine d'années dans le milieu des musiques et danses traditionnelles. Très bon duo. Et sur la route, oui. Et puis bon, après, on a beaucoup joué à un moment donné. Et puis voilà, sur une période, on a eu besoin de faire quelque chose de nouveau. En fait, depuis le début, on aimait beaucoup arranger les morceaux traditionnels avec Lolita. C'était exclusivement de la musique instrumentale au départ. Donc on prenait les thèmes traditionnels qu'on a arrangés, on changeait les harmonies, on changeait les modes. Voilà, arranger, ça veut dire faire évoluer, hein, c'est ça ? Oui, complètement, ouais. Voilà, c'était des éclairages en fait, des éclairages nouveaux sur des morceaux traditionnels. Et ça a bien fonctionné, mais après on s'est dit un jour qu'on travaillerait bien avec un chanteur ou une chanteuse parce qu'on aimait beaucoup accompagner tous les deux et réfléchir à l'harmonie, qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur d'accord pour mettre en valeur une mélodie, la souligner ou des fois en fait une même mélodie mais avec des accords et des arrangements différents peut sonner complètement différemment. Donc là on s'est dit qu'on travaillerait bien avec un chanteur ou une chanteuse et on a croisé Juliette sur la route, Juliette Mainviel. Et on lui a proposé ce projet-là, elle a été OK. Et parallèlement, comme très belle voix. Oui, qui chante très bien, oui. Et comme en fait on l'a croisée parce qu'elle jouait avec son père André Mainviel, on l'a croisée plusieurs fois et puis une fois on l'a entendu chanter, on s'est dit ouais quand même c'est super, elle a un chouette grain de voix, on a le même âge, elle est très sympa et très ouverte. Elle aimait bien aussi notre projet, donc elle s'est dit voilà. Et donc voilà, en fait on lui a proposé, elle a accepté, et puis après comme Lolita avait envie de chanter sur ce projet-là, je me suis dit s'il y a 2 chanteuses et moi au violon ça va être léger pour accompagner, donc on voulait un 4e musicien, puis aussi pour l'aspect humain en fait, pour équilibrer tout ça. Et moi ça fait déjà quelques années que je joue avec Julien Estève, qui fait de la guitare dans ce projet, mais on a un autre projet qui s'appelle Faburden dans lequel il fait de la batterie. Et je connaissais son goût pour les arrangements, parce qu'on a aussi joué ensemble avec une chanteuse suédoise qu'on a accompagnée tous les deux. Bon, ça fait longtemps qu'on se connaît, dans un registre différent, qui n'est pas du tout un registre de musique à danser, qui est plutôt dans un registre rock, folk, mais avec beaucoup de passion aussi pour l'arrangement, et beaucoup de plaisir aussi à travailler le son. Donc ça me paraissait être une belle aventure à lui proposer. Donc voilà. À démarrer, on s'est rejoints tous les 4 une première fois en août 2015. C'est la date où on a commencé à travailler et se dire que la vitesse qui nous irait bien pour travailler, c'est de faire 1 semaine de résidence par mois, le plus longtemps possible. En fait, ce qu'on voulait surtout, comme on en pensait proposer un nouveau projet à un milieu qu'on connaît déjà avec Lolita, des Montagnes Râles, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille le plus longtemps possible, de manière la plus approfondie possible, avant de montrer ce nouveau projet. Donc on s'est dit qu'on prendrait le temps et que ça prendrait le temps que ça prendrait. Et on s'est fixé une date un peu hypothétique au départ, mais en fait, elle s'est réalisée. C'était mi-avril 2017. Et oui, donc parce presque que 2 ans. Je me rappelle que votre projet a mis beaucoup de temps avant de sortir, ce qui me surprend, parce que pour l'instant, dans les groupes de musique traditionnelle, en général, on joue ensemble, et puis très rapidement, on se retrouve sur scène, et puis c'est pas votre cas, là. Oui, mais après, je ne vais pas vous apprendre qu'il y a plein de musiques traditionnelles différentes, en fait, et toutes sont complémentaires, peut-être ont des origines communes, mais il y a vraiment plein de ramifications très différentes sur les musiques traditionnelles. Donc parfois, il s'agit juste d'apprendre un morceau et de le jouer ensemble, donc ça peut aller assez vite. Parfois, il s'agit juste d'accompagner un chanteur ou une chanteuse qui dit « Tiens, je vais faire tel morceau » et puis on joue 3-4 et ça joue. Et ça suffit. Là, dans notre cas, c'est un peu différent parce qu'on voulait inclure la dimension de création. On voulait produire quelque chose de nouveau, en fait. Même si je dis que c'est modestement, quand même, quand on monte un projet comme ça, on a envie de créer quelque chose qui n'a jamais existé. Même si beaucoup de choses ont déjà existé, il y a forcément des références et on les assume en plus. Hein, mais l'idée de faire un projet qui nous réunit tous les 4 avec nos influences différentes, ça, c'était aussi un challenge. Et il fallait faire en sorte que chacun puisse exprimer dans ces musiques-là, apporter sa pierre à l'édifice. Quand il y a une compo, on en discute, on l'arrange, chacun a son avis sur les accords, sur le thème qui est au milieu, la tonalité, comment on chante, comment la chanson est chantée, etc. C'est l'occasion de beaucoup de débats, et nous on a pris le temps, en tout cas on a eu envie de prendre le temps de ça. À travers des résidences, si je comprends bien. Voilà, en fait, comme on habite tous à des endroits différents, comme on habite tous à des endroits très différents, on ne peut pas se permettre de faire une répétition par semaine comme le font plein de groupes, amateurs ou professionnels, ou 2 par semaine en fait, puisque Juliette elle habite à Paris maintenant, Lolita elle habite à Bayonne maintenant, Julien il habite à Bordeaux et moi dans le Tarn, donc si on se retrouve, comme c'est beaucoup de déplacements, il faut y consacrer du temps 1 fois par semaine, c'est pas possible, c'est trop de déplacements pour peu de temps.
Donc maintenant on se retrouve, on a repris ce rythme-là depuis quelques temps. On se retrouve 5 jours par mois, quoi. Donc c'est 5 jours consécutifs. On arrive la veille, on repart le lendemain, ça fait 7 jours. Donc du coup, c'est une semaine par mois consacrée à ce projet-là. Et c'est le temps qu'il faut, parce qu'il faut le temps de se retrouver, qu'il y ait une harmonisation humaine, qu'on se dise ça va bien, on est content d'être ensemble, qu'est-ce qu'on fait, on travaille sur un projet, et puis des fois on travaille sur une nouvelle chanson, on passe une journée à bosser dessus, puis le lendemain on réécoute, on dit ah non c'est nul, il faut recommencer, ou tiens ça c'est bien, là il y a une bonne idée. En fait, prendre le temps comme ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'impératif de fin. D'accord. Donc ça veut dire que des fois on s'autorise de revenir sur des morceaux qu'on a arrangés il y a 2 mois parce qu'on a pris du recul, on a réécouté et puis on a d'autres idées qui ont germé et c'est comme ça qu'on arrive à un truc qui est assez abouti et qui semble très abouti alors que c'est juste un projet qui est quand même très récent mais qui a eu le temps de mûrir en fait. Et on va finir donc l'émission là-dessus, prendre le temps de réfléchir à 4. Donc effectivement, je crois qu'il faut beaucoup de temps si chacun ramène sa culture, ses impressions, la façon dont il voudrait voir les choses. Et puis, bon, le cerveau humain travaille sur le temps également. C'est-à-dire qu'on reprend quelque chose, on remet un regard neuf dessus. Et je comprends maintenant pourquoi il a fallu au moins 2 ans avant que Laüz sorte et présente aux danseurs un projet qui est plutôt très abouti. Merci beaucoup, Camille Rebaud, pour toutes ces précisions. Moi, j'aime bien dire que vous faites de la musique chirurgicale, c'est-à-dire qui va très en profondeur, qui cherche, que ce soit autant sur l'instrument que sur la musique. Et on vous retrouvera dans une prochaine émission pour parler de la suite. Ça marche. Merci à tous.